Je suis très préoccupé par le fait que notre société s'intéresse beaucoup plus au bruit qu'au silence. Oh là là, c'est un monde bruyant. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est vraiment passé dans le quartier des Make-Believe? En plus d'être une voix précoce dans la télévision pour enfants, Fred Rogers était un fervent défenseur de l'égalité raciale. En raison de son dévouement à partager des enseignements d'acceptation, de gentillesse et d'amour, il était aimé de beaucoup. Cependant, lorsque M. Rogers est décédé, plusieurs histoires troublantes à son sujet ont fait surface, et maintenant nous nous demandons si nous le connaissions vraiment. Certains de ses enfants se sont récemment exprimés au sujet des rumeurs sur leur père. Le fils de M. Rogers rompt le silence à 65 ans, abordant ces rumeurs chuchotées depuis des années. Était-ce vraiment tout cardigan et gentillesse, ou y avait-il une vérité plus sombre derrière l'animateur amical? Restez à l'écoute pour découvrir les secrets surprenants du voisin préféré de l'Amérique. Début de vie et début modeste. Mais avant d'aborder ces affirmations, revenons sur le parcours incroyable de Mr. Rogers pour devenir l'homme bien-aimé qu'il était. Faisons un voyage dans le passé. Fred McFeely Rogers est venu au monde le 20 mars 1928 à Latrobe, Pennsylvanie, au 705 Main Street, fils du directeur de la McFeely Brick Company. James Hillis Rogers, le père de Fred, était un homme d'affaires prospère à Latrobe. La dévotion montrée par sa mère, elle était une tricoteuse dévouée qui cousait des pulls pour les courageux soldats américains combattant en Europe. Elle était une bénévole dévouée qui accomplissait souvent des miracles à l'hôpital de Latrobe en Pennsylvanie. Le bénévolat dans les hôpitaux était quelque chose que la mère de Fred aimait faire depuis longtemps. C'était parce que, même jeune fille, elle rêvait de devenir médecin, ce qui la motivait à se consacrer pleinement au bénévolat à l'hôpital voisin. La maison d'enfance de Fred était au 737 rue Weldon, à Latrobe, à quelques pâtés de maisons de là. Cela se passait dans une charmante maison en briques de 3 étages. Helen, la sœur de Fred, a été adoptée lorsque Fred avait 11 ans. Enfant solitaire qui passait la plupart de son temps à jouer avec des marionnettes, Fred trouvait satisfaction à jouer du piano dès l'âge de 5 ans. Beaucoup d'entre vous pourraient être surpris d'apprendre cette anecdote divertissante sur Fred. Vous pouvez reconnaître Tom Hanks pour son interprétation de Fred Rogers dans le film de 2019, A Beautiful Day in the Neighborhood. Il y a une raison à cela. Tom Hanks est en fait lié à Fred Rogers par leur grand-père commun, Johannes Mifford, qui est venu aux États-Unis d'Allemagne. Tom Hanks est le cousin au 6e degré de Fred Rogers. La vie n'a pas été facile pour Fred en grandissant. À cause de son poids, Fred était constamment ridiculisé par ses camarades de classe et il était fréquemment appelé « Gros Freddy ». Fred était un enfant confiné chez lui qui avait déjà connu plusieurs crises d'asthme. En plus de son tempérament introverti et calme, le harcèlement était juste l'un des rares éléments qui ont contribué à son état. Voici quelques remarques que Morgan Neville, le réalisateur du film documentaire Won't You Be My Neighbor, a exprimées concernant l'enfance de Fred Rogers. Ces mots font référence au récit de l'enfance solitaire de Fred. Qu'en est-il d'une enfance solitaire? Dans la mesure du possible, je crois qu'il est devenu ami avec lui-même. Dans sa chambre d'enfant, il créait ses propres mots en utilisant des animaux en peluche, un mannequin de ventriloque et d'autres objets. Il avait aussi des animaux en peluche. À l'avenir, Fred pourrait surmonter sa nature introvertie et timide en assistant aux cours au lycée de Latrobe. C'est pendant son séjour à ce lycée que Fred a pu se faire de véritables amis humains, dont l'un était l'entraîneur principal de l'équipe de football de l'école. Une fois qu'il a réalisé qu'il n'était pas le seul à aimer le gars, la majorité des amis qu'il avait au lycée sont tombés amoureux de lui. À la fin, ce n'était pas aussi horrible que je l'avais anticipé. Cela a été une surprise totale pour tout le monde lorsque l'introverti silencieux s'est révélé être le président du conseil des élèves, le rédacteur en chef de l'annuaire scolaire et un membre de la Société nationale d'honneur. En 1951, Fred a été transféré du Dartmouth College, où il avait passé seulement 1 an, au Rollins College, où il a obtenu un diplôme de Bachelor of Music et est devenu diplômé magna cum laude. Comme il n'a pas rangé son stylo dans le sac, il l'a oublié là-bas. Fred a reçu son diplôme de Bachelor of Divinity du séminaire théologique de Pittsburgh en 1962, ce qui en a fait un diplômé magna cum laude.
L'année suivante, Fred Rogers a été ordonné ministre presbytérien par le consistoire de Pittsburgh, qui servait à l'Église presbytérienne unie à l'époque. Fred ne ressemblait en rien à un ministre typique. Plutôt que de servir comme pasteur d'église classique, il préférait fréquemment prêcher auprès des enfants à travers le média de la télévision. Cependant, pour que Fred conserve son ordination, il devait régulièrement se présenter devant les responsables de l'Église. Quand Fred a-t-il commencé sa carrière dans l'industrie de la télévision? Découvrons-le. Fred s'aventure dans le monde de la télévision. Il se trouve que Fred a pu acquérir une certaine expérience dans le domaine de la télévision alors qu'il était encore chez ses parents durant sa dernière année à Rollins College. C'est en grande partie grâce à cette expérience que Fred a pu se convaincre de faire partie du média émergent de la télévision. Dans une interview avec CNN, Fred devait discuter plus tard de sa décision de poursuivre une carrière à la télévision. Il a déclaré « Je suis allé à la télévision parce que je la détestais tellement et j'ai pensé qu'il y a moyen d'utiliser cet instrument fabuleux pour nourrir ceux qui regarderaient et écouteraient. » La déclaration de Fred faisait référence à sa décision de se lancer dans le monde de la télévision. Pendant son temps à NBC, Fred a été régisseur de plateau pour plusieurs émissions, y compris The Kate Smith Hour, Your Hit Parade et Gabby Hayes Children's Show. L'événement a eu lieu juste après la fin de mes études au Rollins College. Fred Rogers a travaillé comme assistant producteur sur l'émission de télévision The Voice of Firestone, alors qu'il était encore employé par NBC. En 1953, Fred travaillerait comme développeur de programmes à WQ, une station de télévision publique ayant son siège à Pittsburgh. C'était 2 ans après qu'il avait précédemment travaillé dans une autre station. C'est à cette époque qu'il fit la connaissance de Josie Corey et commença à travailler avec elle pour développer les idées de Children's Corner. Dans ce cas particulier, Carrie était l'animatrice d'une émission destinée aux jeunes. Pendant que Fred était loin de la caméra, il travaillait dur à créer des personnages, des marionnettes et de la musique pour le programme qui était produit par le département de Children's Corner. Pendant cette période, Fred avait acquis un haut niveau d'expertise dans le domaine de la création de personnages pour enfants. Il a créé plusieurs personnages pour ce programme, y compris Reine Sarah Samedi, Roi Vendredi 13, Dorothy Daniel, Daniel le Tigre Rayé, X le Hibou, Dame Hélène et Henrietta. Fred a également collaboré avec Ernie Coombs, un artiste bien connu des émissions télévisées pour enfants de cette époque. Ernie Coombs était l'assistant marionnettiste pour la production sur laquelle Fred travaillait. Non seulement cette émission a reçu le prix Sylvania dans la catégorie des programmes pour enfants produits localement, mais elle a également eu l'opportunité d'être diffusée par NBC à l'échelle nationale. Cette émission était considérée comme l'une des meilleures émissions pour enfants qui se faisaient à l'époque. Pendant que Fred travaillait à l'émission Children's Corner, il a décidé de s'inscrire au séminaire théologique de Pittsburgh, où il a finalement reçu son ordination ministérielle. Pendant que Fred était étudiant à l'école doctorale de développement de l'enfant à l'Université de Pittsburgh, il a fait la connaissance de Margaret McFarlane et a commencé à travailler en collaboration avec elle. En tant que psychologue, Margaret McFarlane était une figure importante dans la vie de Fred. Elle a eu une influence significative. Maxwell King, qui est également le biographe de Fred Rogers, affirme que Margaret McFarlane était la principale conseillère et collaboratrice de Fred, en plus d'être son experte en éducation des enfants. Sa biographie se trouve ici. Lors du processus d'écriture des chansons et des scripts pour le quartier de Monsieur Rogers, Margaret McFarlane a assumé le rôle de consultante de Fred. Margaret a occupé cette fonction importante pendant une période de 30 ans. Fred a été contraint de déménager à Toronto en 1963 après avoir reçu une offre de contrat de la Société Radio-Canada pour travailler en tant qu'animateur et créateur de Mr. Rogers. Le contrat exigeait que Fred devienne résident de Toronto. De 1963 à 1967, c'était une émission pour enfants diffusée en noir et blanc et qui durait 15 minutes. Elle a été diffusée de 1963 à 1967. C'était la toute première fois que Fred apparaissait devant la caméra.
Fred Rogers a été inspiré à faire une apparition à l'écran par Fred Rainsbury qui lui a donné le discours de motivation. Fred Rogers était l'objet d'un regard direct de M. Rainsbury, qui était le responsable des programmes pour enfants à la Société Radio-Canada, CBC. Il a remarqué « Fred, je t'ai vu parler avec des enfants. Mettons-toi à l'antenne. » Exactement comme ça. Fred Rogers a accepté de prendre la responsabilité. À l'avenir, Ernie Coombs déménagerait à Toronto pour travailler aux côtés de Fred comme assistant marionnettiste. Plus tard, Fred travaillerait avec Coombs pour créer l'œuvre incroyable connue sous le nom de Butternut Square. Ce travail a été diffusé à la radio de 1964 jusqu'en 1967. C'est en 1967 que Fred, avec sa femme et ses 2 enfants, a pris la décision de quitter Toronto et de retourner à Pittsburgh. Il a apporté avec lui les décors qu'il avait conçus pour l'émission Mr. Rogers, qu'il avait créée après avoir acquis les droits de l'émission. Étonnamment, Fred laissait derrière lui une carrière très prometteuse à la Société Radio-Canada et il partait pour Pittsburgh, une ville où il avait une chance étonnamment faible de trouver du travail. Rogers a suggéré que Coombs, qui est resté à Toronto en tant que version canadienne de Fred, crée Mr. Dress-Up, une émission pour enfants diffusée sur les ondes de 1967 à 1996. Coombs a reçu la recommandation de Rogers après que Rogers ait quitté Toronto, dans le quartier de M. Rogers. 1968 fut l'année où l'un des chefs-d'œuvre de Fred Rogers prit vie. Durant cette période, l'émission de télévision Mr. Rogers' Neighborhood, qui comptait 895 épisodes et dont chaque épisode durait 30 minutes, commença à être diffusée. Fred Rogers était la star principale de The Display, le programme bien connu qui a été initialement enregistré à Pittsburgh à WQED et plus tard diffusé par le Public Broadcasting Service, anciennement connu sous le nom de National Educational Television, NET, a été initialement capturé sur bande. Au cours de la première saison de Mr. Rogers' Neighborhood, il y avait un nombre impressionnant de 180 épisodes présentés en noir et blanc. Il y avait seulement 65 épisodes dans chacune des saisons suivantes et ils étaient sponsorisés par la fondation Sears, Roebuck, le Public Broadcasting Service et un certain nombre d'autres organisations caritatives incroyables. Cela a permis au programme de fonctionner avec succès et d'être filmé en couleur. Le programme avait reçu une note moyenne de 0,7% des foyers qui regardent la télévision, ce qui équivalait à 680 000 foyers répartis sur 384 stations de radiodiffusion publique. De plus, à son apogée entre 1985 et 1986, il avait une note moyenne de 2,1%, ce qui équivaut à 1 800 000 ménages. En dépit du fait que l'émission ait été annulée en 2001, le service public de radiodiffusion a continué à diffuser des rediffusions jusqu'en 2016, quand elle a été reconnue comme le 3e programme le plus long de l'histoire du PBS. L'émission Mr. Rogers' Neighborhood. Les décors et accessoires de Mr. Rogers' Neighborhood, y compris les baskets, le château et le tramway, ont été créés avec l'aide de designers et producteurs de la Société Radio-Canada et de la ville de Toronto. Durant toute son existence, Mr. Rogers' Neighborhood n'a jamais subi de modification de son format. Les programmes commençaient généralement par une maquette du quartier, puis passaient à un examen plus approfondi d'une maison, tout en jouant une musique de thème au piano de Johnny Costs, appelée « Won't You Be My Neighbor ». La mélodie était basée sur la sonate de Beethoven qui a servi d'inspiration pour la chanson. Il y avait une concentration rapprochée de la caméra sur un modèle qui représentait la maison Rogers, coupant directement sur l'intérieur de la maison, suivi de panoramiques des pièces, puis la porte d'entrée s'ouvrait. Et Rogers semblait chanter le thème musical, et il saluait ses visiteurs tout en changeant sa veste de costume et en mettant son pull, suivi par le changement de ses chaussures et l'enfilage de ses baskets. À chaque fois, il exécutait son geste caractéristique qui consistait à jeter une chaussure d'une main à l'autre. Ensuite, l'idée centrale de l'émission était présentée et M. Rogers quittait alors sa maison et se rendait dans un autre endroit.
La chose suivante qui s'est produite est que la caméra est revenue à l'ancien modèle du quartier, puis elle a pris un gros plan du nouvel emplacement lorsqu'il est entré dans le nouveau quartier. À la fin du morceau, M. Rogers serait vu en train de partir et de retourner dans le quartier qu'il appelait le quartier des fées. Puis, alors que le tram sortait de la station, il avançait et installait un siège. La caméra le suivrait alors qu'il avançait dans un tunnel, et il serait ensuite montré entrant dans le quartier de Make Believe. Cela serait suivi par la caméra le suivant encore et encore. La leçon qui serait enseignée à travers les histoires de l'émission nécessiterait une semaine d'épisodes en raison du fait qu'elle impliquerait à la fois des personnes humaines et des marionnettes. Pour marquer la fin d'un épisode, le tram retournait au même tunnel d'où il était arrivé au début. Il apparaissait ensuite une seconde fois dans la maison de M. Rogers, où il avait un bref moment d'adieu avec le public avant que l'émission ne soit terminée. Ensuite, M. Rogers serait vu en train de nourrir ses poissons, après quoi il nettoierait certains accessoires et finalement, il retournerait au premier endroit où il remettrait sa veste et ses chaussures initiales. Même en faisant tout cela, il continuait à chanter la chanson de clôture. Contrairement à l'autre programme de télévision publique appelé Sesame Street, qui a commencé à être diffusé en 1969 et se concentrait principalement sur le processus d'apprentissage cognitif, le monde de Mr. Rogers s'attachait essentiellement aux besoins sociaux et émotionnels des jeunes enfants. Voici quelques-unes des déclarations faites par une écrivaine du nom de Cathy Murlock Jackson alors qu'elle comparait les deux émissions. Tant Sesame Street que Mr. Rogers' Neighborhood sont destinés au même public préscolaire et sont conçus pour préparer les enfants à l'école maternelle. Cependant, alors que Sesame Street se concentre sur les capacités de préparation scolaire, Mr. Rogers' Neighborhood s'intéresse davantage à l'évolution psychologique et émotionnelle de l'enfant ainsi qu'à son sens du raisonnement moral et éthique. De plus, contrairement à Sesame Street, Mr. Rogers' Neighborhood a investi une quantité comparativement faible de ressources dans la recherche. Benjamin Spock, Eric Erikson et Margaret Mead sont ceux qui l'ont initié. Ce sont les idées de McFarlane sur le développement des jeunes enfants qui ont servi de source d'inspiration au travail créatif de Rogers sur l'émission. Pour enseigner aux jeunes enfants des caractéristiques simples telles que le partage, l'estime de soi, la décence et la tolérance, Fred Rogers a adopté un ton si apaisant et un rythme si détendu. Le Washington Post a même pris note de cette capacité dans leur article. Fred Rogers aborderait une large gamme de sujets difficiles, y compris, mais sans s'y limiter, la rivalité entre frères et sœurs, la perte d'un animal de compagnie, l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, la transition d'une école à une autre, et même des problèmes plus complexes, tels que le divorce. L'un des épisodes sur lesquels le quartier de Mr. Rogers revient avec le plus de tendresse est celui qui a été diffusé le 7 juin 1968 et qui portait sur l'assassinat de Robert F. Kennedy. Ce segment a été diffusé seulement 2 jours après l'incident, qui était principalement ordinaire. Rogers était la personne qui s'est chargée elle-même de toute l'écriture et du montage de tous les épisodes, ce qui démontre le niveau de dévouement qu'il avait pour le cours. En plus d'être la personne chargée de jouer du piano et de chanter toutes les chansons, il est remarquable qu'il ait été responsable de la création de 13 opéras et de 200 chansons pendant cette période. De plus, il était chargé de la création à la fois de l'humain et de la machine. Rogers était non seulement responsable de l'animation de chaque événement, mais il était également chargé de jouer certains des rôles de marionnettes les plus importants de l'émission. En outre, il contrôlait la production du spectacle et approuvait les détails inclus dans la présentation. En 1971, Rogers a fondé la Family Communications Incorporated, aujourd'hui communément appelée la Fred Rogers Company. L'organisation connue sous le nom de Family Communications Inc. se préoccupait principalement de la production de The Neighborhood, ainsi que d'autres programmes et certains éléments qui n'étaient pas diffusés. M. Rogers a pris la décision en 1975 d'arrêter la production de Mr. Rogers' Neighborhood afin de se concentrer sur d'autres projets.
Le Public Broadcasting Service continue de diffuser des rediffusions de Mr. Rogers' Neighborhood, même si la production a été arrêtée. Un nombre important de collègues ont été pris par surprise par cette pause inattendue, selon les rapports. Rogers a fait un retour avec l'émission en 1979. On croyait que ce retour était plus astucieux et puissant que le précédent. Étant donné que le retour était si puissant, il a même inspiré de nombreuses parodies de l'épisode. Au début des années 1980, l'une des parodies les plus connues était celle qu'Eddie Murphy jouait dans l'émission Saturday Night Live, qui était diffusée à la télévision. Cette parodie en particulier est celle qui est devenue célèbre. Fred Rogers a pris la décision de quitter son rôle de producteur de Mr. Rogers' Neighborhood lorsqu'il avait 71 ans. Cela s'est produit en l'an 2001. Qui était le début du 21e siècle. Malgré le fait que Rogers avait pris sa retraite, des rediffusions de l'émission Fantastique ont continué d'être diffusées. Le 31 août de l'an 2001, le tout dernier épisode original de Mr. Rogers' Neighborhood a été diffusé à la télévision commerciale. À l'origine, c'était la conclusion spectaculaire que Mr. Rogers' Neighborhood avait initialement prévue. Différents travaux. Des informations incroyables sur Fred Rogers sont présentées ici. Même avant que Fred ne devienne célèbre à l'échelle nationale, il a comparu devant la sous-commission des communications du Sénat des États-Unis en 1969. L'individu qui présidait ce panel était John Pasteur, qui était un sénateur du Parti démocrate à Rhode Island. Juste avant de quitter ses fonctions, Lyndon Johnson, qui était président des États-Unis d'Amérique à l'époque, a proposé une loi qui aurait coûté 20 millions de dollars. Le but de ce projet de loi était de fournir une aide à l'établissement du Public Broadcasting Service, PBS. Lorsque le président suivant, qui n'était autre que le président Richard Nixon, a pris ses fonctions, il s'est fixé pour objectif de réduire le montant demandé par son prédécesseur de 50%, le ramenant à 10 millions de dollars. Nous avons décidé de faire témoigner Fred Rogers en raison de sa capacité à se connecter avec les gens sur un plan émotionnel et des arguments solides qu'il a présentés. En outre, le témoignage présenté par Fred Rogers a ensuite été diffusé à la télévision et a constamment circulé sur Internet. Cette preuve était si convaincante qu'elle a pu aider le Public Broadcasting Service à obtenir des fonds sur une période aussi longue. Au fil des années, ce témoignage a été considéré comme l'un des témoignages les plus convaincants jamais filmés, ainsi que l'un des témoignages les plus convaincants présentés devant le Congrès des États-Unis. Jean Pasteur a été ému aux larmes en écoutant le témoignage, tant il était puissant. En 1970, Rogers a été chargé de servir comme président de la conférence de la Maison-Blanche sur les enfants et la jeunesse. Il se trouve que Fred Rogers était à Moscou en 1987 pour faire une apparition dans Bonsoir les petits, une émission pour enfants qui était diffusée depuis très longtemps en Union soviétique. Tatiana Vidanaeva était l'animatrice de l'émission à ce moment-là. C'est le 7 décembre de cette même année que Fred Rogers a fait cette apparition et elle a été diffusée à la télévision en Union soviétique. Cela devait se dérouler au même moment que le sommet de Washington, qui était une rencontre entre Mikhail Gorbatchev, le dirigeant de l'Union soviétique, et Ronald Reagan, qui était alors président des États-Unis. Ils se rencontraient à Washington, district de Columbia. Lorsque novembre de la même année est arrivé, le chef de l'Union soviétique a pris la décision de visiter le plateau de Mr. Rogers' Neighborhood. Pendant cette visite, seul un enregistrement a été fait à l'époque. Néanmoins, lorsque le programme de Fred a été diffusé l'année suivante, en mars 1988, l'enregistrement a finalement été rediffusé. Beaucoup de gens étaient habitués à voir Fred Rogers à la télévision en tant que lui-même, mais en 1996, il est apparu à la télévision comme acteur à la place. Lors d'un épisode de Dr. Quinn, femme médecin, il est apparu en tant que prédicateur. Il a interprété le personnage de manière efficace. Grâce à son éloquence et sa capacité à établir une connexion avec le public, Fred Rogers était l'un des rares orateurs très demandés. On prétend qu'un total d'environ 150 discours a été prononcé par Fred.
Dans plusieurs de ses conférences, Fred Rogers a abordé des sujets tels que les enfants, l'éducation, sa perspective sur le monde, la télévision et aussi comment rendre le monde meilleur. Tous ces sujets ont été discutés. De plus, il prononçait des discours sur sa quête de connaissance de soi, ce qui ne devrait pas être oublié. C'était incroyable comme il pouvait capter l'attention tout en parlant d'une manière si discrète et décontractée. Récemment, il avait atteint la maîtrise de son art et il était le plus compétent dans son domaine. Son public était souvent invité à s'asseoir, se détendre et réfléchir un instant à une personne qui avait toujours eu un effet positif sur eux et leur vie. Il leur proposerait de le faire. C'était quelque chose qu'il faisait habituellement pendant ses discours. Et un discours dont on se souviendra toujours est celui où il a fait cela. Ce discours a eu lieu en 1997, lorsqu'il a reçu l'Emmy pour l'ensemble de sa carrière. Lors de son intronisation au Temple de la renommée de la télévision en 1999, il a fait exactement la même chose qu'il avait faite auparavant. Cependant, il est important de se rappeler qu'il l'a fait à nouveau en 2002 lorsqu'il a prononcé le dernier discours de remise des diplômes au Dartmouth College. Relations amoureuses et mariage. Au cours de ses études à Rollins College, Fred Rogers a fait la connaissance d'une femme superbe du nom de Sarah Joanne Bird. Ils sont tombés amoureux très rapidement et en 1952, ils ont décidé de se marier. Un jubilé d'or a été la durée de ce partenariat et il a continué jusqu'à ce que Fred Rogers décède en 2003. Les deux personnes qui étaient amoureuses ont passé beaucoup de temps ensemble et elles ont eu la chance d'avoir deux merveilleux enfants. C'était James et John en question. Dire que Sarah Joanne Bird, l'épouse de Fred, était une pianiste talentueuse serait un euphémisme. Comme ce fut le cas avec son époux, elle avait également terminé ses études et obtenu une licence en musique. Après cela, Sarah a pris la décision de poursuivre ses études et s'est inscrite à l'Université d'État de Floride pour obtenir son master en art et musique. Rogers s'opposait à la pratique de porter des fourrures d'animaux. La vérité est que Rogers a été végétarien à un moment de sa vie. Il ne consommait aucune viande. La plupart du temps, il expliquait qu'il était végétarien non seulement pour ses raisons morales, mais aussi pour ses raisons de santé. Bien que Rogers ait été inscrit comme républicain à un moment donné, il n'a jamais dérogé à son impartialité. Bien que Fred Rogers ait été un républicain inscrit, sa femme, Sarah Bird, disait qu'il mettait ses convictions politiques de côté. Il était également assez indépendant dans sa façon de voter, malgré le fait qu'il était si politiquement indépendant. Lorsque M. Rogers créait le quartier de M. Rogers, il était presbytérien et la majorité des idéaux qu'il présentait étaient principalement influencés par ceux considérés comme des principes chrétiens authentiques. Il ne discutait presque jamais de ses croyances religieuses lorsqu'il était à l'antenne. L'une des raisons était que Fred Rogers était d'avis que les actions parlent plus fort que les mots. Non seulement il enseignait verbalement ses élèves, mais il donnait aussi souvent l'exemple. Il a démontré cela en prononçant les phrases suivantes à un moment donné. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans des détails explicites sur la religion pour transmettre l'idée que vous souhaitez transmettre. Il était toujours d'avis que la méthode la plus efficace pour transmettre un message était à travers ses actes. Il touchait toujours le cœur de nombreuses personnes et les aidait à devenir meilleures qu'elles ne l'étaient avant de regarder ses émissions à la télévision. Il considérait l'espace entre la télévision et ses téléspectateurs comme un terrain sacré chaque fois qu'il était à la télévision. En conséquence, il le voyait comme un endroit où il pouvait venir et transmettre un message qui rendrait le monde meilleur. Sa mort et les fausses rumeurs. Après la retraite de Rogers du Public Broadcasting Service, il passait la plupart de son temps à voyager, à faire des apparitions, à travailler avec FCI et à étudier tout ce qui est lié à la religion et à la spiritualité. À ce moment-là, Rogers ressentait une douleur persistante à l'estomac. Lorsqu'il est arrivé en 2002, il était dans une telle douleur atroce qu'il a pris la décision qu'il était temps pour lui de consulter un médecin puisqu'il ne pouvait plus supporter l'angoisse. Fred a reçu un diagnostic de cancer de l'estomac en octobre 2002, ce qui était un événement très malheureux.
Le fait qu'il ait reporté le traitement jusqu'au 6 janvier 2003, quand il a subi une intervention chirurgicale, est un autre fait intéressant. C'était simplement parce que Fred devait participer au Rose Parade en 2003, qui mettait en vedette des personnalités notables comme Bill Cosby et Art Linkletter, et Fred était le grand maréchal de la parade. Frederick McFeely Rogers est décédé le 27 février 2003, un peu plus de 2 mois après avoir subi l'intervention médicale. Il est décédé le 27 février de l'année 2003. Dans le confort de sa propre maison avec sa femme, Sarah Joanne, à ses côtés, il est décédé sans aucune gêne. Au matin du jour suivant, il était à la une de nombreux journaux pour la perte d'un homme aussi incroyable et magnifique qui avait toujours été une source d'amour et d'espoir pour un grand nombre de personnes. Le monde entier était en deuil. Le 3 mai 2003, Fred a été enterré. Juste après les funérailles et l'enterrement de Fred, des rumeurs ont commencé à circuler sur le défunt, ce qui a stupéfié le monde entier. En raison du fait que ces rumeurs s'étaient propagées si loin, les gens avaient même l'impression qu'elles étaient en partie vraies. Les victimes ont commencé à alléguer que Fred était un Navy SEAL, qu'il avait commis un certain nombre d'homicides confirmés, et qu'il avait même des tatouages sur son corps censés se souvenir des victimes qu'il avait tuées. Les événements récents ont conduit James et John à venir discuter des rumeurs. De plus, ils ont déclaré que leur père n'avait jamais servi en tant que Navy SEAL et qu'il n'avait jamais commis de meurtre de toute sa vie. Il était exact de dire que Fred Rogers était la même personne dans la vie réelle que celle dépeinte dans les médias, à la fois humble et aimante. Lorsque tout cela est pris en compte et que les rumeurs ont été dissipées, Fred Rogers n'est peut-être plus parmi nous, mais les messages d'amour et les actes de gentillesse qu'il a accomplis resteront à jamais dans nos cœurs. La longue héritage de Fred. Rogers était vu à la fois comme un ami et un modèle formidable sur la façon d'utiliser la télévision et les médias pour être utile aux enfants et aux familles par Mark Brown, le créateur d'une autre émission pour enfants sur le Public Broadcasting Service, PBS. Dans l'épisode, Arthur. Josh Selig, le créateur de Wonder Pets, attribue son usage de structure et de prévisibilité, ainsi que son utilisation de la musique, de l'opéra et de la créativité, à l'influence que Rogers a eue sur lui. Angela Santomero, qui est co-créatrice de l'émission télévisée pour enfants Blue's Clues, a été motivée par l'influence de Rogers à poursuivre un diplôme en psychologie du développement et à entrer dans le domaine de la télévision éducative. Un certain nombre de méthodes de Rogers ont été utilisées par elle et les autres producteurs de Blue's Clues. Ces méthodes incluaient l'utilisation de la recherche sur le développement de l'enfant et l'éducation, ainsi que l'utilisation de l'hôte parlant directement à la caméra et la transition vers un monde imaginaire. Santomero a été approché par The Fred Rogers Company en 2006, 3 ans après le décès de Fred Rogers et la fin de la production de Blue's Clues, dans le but de développer une émission qui ferait connaître l'héritage de Fred Rogers. Les personnages de Mr. Rogers' Neighborhood ont été inclus dans la première saison de Daniel Tiger's Neighborhood, qui a débuté sur le Public Broadcasting Service en l'an 2012. Un autre aspect, qui demandait à être parodié, était la manière dont Rogers abordait la télévision pour enfants et l'éducation de la petite enfance. Au cours des années 1980, le comédien Eddie Murphy est allé dans Saturday Night Live et a fait une parodie de l'émission de télévision Mr. Rogers' Neighborhood, Say. En 1982, Rogers a exprimé sa conviction à David Letterman, qui menait une interview, que des parodies comme celle de Murphy étaient réalisées avec gentillesse dans le cœur. Fred a vécu une vie accomplie, et nous pouvons dire que Hollywood a perdu une légende. Quelle partie de l'histoire de Fred vous a le plus intrigué? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de vidéos passionnantes comme celle-ci.